Alors, avant, Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Mensa Poitou-Charentes. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Étienne qui va nous présenter sa conférence «Le télescope spatial James Webb pour aller plus loin que l'infini». Vaste programme. Jean, je te laisse te présenter, tu le feras sans doute mieux que moi et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. d'accord, merci. Voilà, je coupe l'ouverture de son. Pardon. Alors, bon, c'est la troisième conférence que je donne sur le télescope spatial. La toute première, c'était la présentation de l'appareil qui n'était pas encore lancé. Ensuite, l'année précédente, l'année dernière, nous avons eu les premiers résultats qui consistait surtout à tester le télescope, à examiner de quoi il était capable et surtout quel genre d'image il pouvait fournir. Donc, c'était un petit peu plus une galerie d'images qu'autre chose. Il y avait des résultats scientifiques, mais c'était surtout je vais dire, du spectaculaire. Cette fois-ci, nous allons orienter beaucoup plus astronomie et nous allons montrer les résultats qu'il a permis d'obtenir. Et vous allez voir que quand je dis pour aller plus loin que l'infini, eh bien finalement, ce n'est pas tellement galvaudé. Alors, cette image-ci qui est au fond, je suppose que vous la reconnaissez, c'était une des meilleures qui avait été obtenue non seulement par James Webb, mais aussi par Hubble auparavant. James Webb avait permis d'obtenir énormément de détails en plus. Donc, il s'agit de ce qu'on a appelé les piliers de la création. C'est une nébuleuse qui se trouve euh, dans la constellation de l'Aigle à 6500 années-lumière de nous. C'est un peu une pouponnière d'étoiles en même temps. Et maintenant, nous allons partir à la poursuite, non plus de belles images, mais il y en aura, mais à la poursuite de résultats scientifiques. Alors, je ne vais plus vous présenter le télescope lui-même, plus de 6 mètres de diamètre pour le miroir principal. Maintenant, il y a 4 ans qu'il est dans l'espace et vous allez voir que les résultats sont plus que spectaculaires. La vie ailleurs, c'est un des buts avoués des recherches du télescope, c'est de trouver, pas forcément des traces de vie, mais des possibilités de vie sur d'autres planètes. Des planètes extrasolaires, c'est-à-dire qui orbitent sur d'autres étoiles en dehors de notre système solaire, on en connaît pas mal actuellement. Au 25 octobre 2024, remarquez, c'est tout récent, le 25 octobre, c'était hier, donc la statistique est absolument pertinente. Nous connaissions 7342 planètes extrasolaires, ce qui est quand même énorme, réparties dans 5034 systèmes planétaires, c'est-à-dire que pas mal d'étoiles comportent plusieurs planètes. Et en fait, nous connaissons 1020 systèmes planétaires multiples. Avouez que ce n'est pas mal. Pour la petite histoire, rien que le 24 octobre, c'est-à-dire avant-hier, on en a découvert 10 nouvelles. Donc, ça continue. Et beaucoup à partir du télescope spatial James Webb. Alors, comment découvre-t-on les planètes extrasolaires? Il n'y a pas que James Webb, là, les premiers ont été découverts il y a bientôt 20 ans, et il y a trois méthodes principales pour les découvrir. D'abord, la méthode du transit. Méthode du transit, j'en avais parlé pas mal auparavant. C'est ce qui consiste à mesurer la lumière émise par une étoile revue sur Terre et à détecter de très faibles affaiblissements qui résultent du passage d'une planète devant le disque de l'étoile. Alors évidemment, bon, c'est très faible, mais je prends la suite de mes images, c'est pour ne pas en passer. On en a détecté pas mal de cette façon-là. C'est des exemples, hein, c'est les petits points, c'est la lumière, la luminosité captée depuis l'étoile, et puis l'affaiblissement, et puis mais ça peut être fort, ça peut être moins fort. On a détecté pas mal de cette façon-là. C'est même assez courant. C'est ainsi que les toutes premières ont été détectées. Il y a d'autres méthodes
il y a notamment aussi la méthode vélosymétrique. Alors, la méthode vélosymétrique, ce ne sont pas des planètes qui circulent sur une piste cyclable. Non, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement l'observation de l'étoile qui, avec la planète, tourne autour d'un centre de gravité commun. Donc la planète tourne, elle s'éloigne, elle se rapproche de la Terre. L'étoile, c'est pareil, elle est entraînée par la planète. C'est très peu. Mais la différence est très faible. Une question, excuse-moi, une question de Raymond qui demande: un système planétaire multiple est-il un système avec un Soleil et plus d'une planète? Oui, il y en a beaucoup. On en connaît plus de 1000 de cette façon-là. On connaît plus de 1000 systèmes planétaires multiples, donc qui comportent plusieurs planètes, de 2 planètes et jusqu'à 7 planètes. Alors, la méthode vélosymétrique, voilà, l'étoile en jaune, ici, donc elle aussi, comme la planète, mais beaucoup moins. Et grâce au télescope James Webb, on est capable de détecter la vitesse d'éloignement ou de rapprochement de l'étoile par rapport à la Terre jusqu'à une vitesse très faible de 10 à 15 centimètres par seconde. Alors là, il faut reconnaître que c'est absolument époustouflant. Voici certains schémas. Donc là, je ne sais plus à quelle planète, quelle étoile elle correspond, mais on voit l'étoile qui oscille jusqu'à 50 centimètres par seconde par rapport à nous, par rapport au point neutre, 0, plus 50, moins 50, au fur et à mesure que la planète tourne autour de l'étoile. En voilà d'autres. Alors, il y a encore d'autres méthodes. Nous avons la méthode par observation directe. Alors là, c'est relativement nouveau. Ça a commencé un tout petit peu avec le télescope spatial Hubble. Maintenant, on est beaucoup plus loin avec James Webb. Voici par exemple, l'étoile est occultée. La croix verte au centre, c'est l'étoile. Elle est occultée par un système de coronographe. C'est-à-dire que nous avons un dispositif optique au sein même de l'instrument qui occulte l'étoile et qui montre uniquement son entourage. Et ici, nous avons 3 planètes. Donc, visualisées directement. Et ici, c'est une image Hubble, elle est plus ancienne. Nous voyons 4 planètes en orbite autour d'une étoile. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement d'avoir des planètes, c'est de voir des planètes potentiellement habitables. Et pour ça, il faut qu'elles se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable autour de son étoile, qui est la zone où la présence d'eau est possible, mais possible à l'état liquide. L'eau est actuellement un solvant absolument indispensable à la vie, c'est-à-dire à une vie carbonée, une vie organique. Elle comprend, en ce qui concerne le système solaire, uniquement actuellement Vénus, la Terre et Mars. Mars qui se trouve à l'extrême limite. La Terre est en plein milieu. Même si les périodes où la présence d'eau liquide, les périodes ne coïncident pas forcément entre elles. Par exemple, Mars a contenu de l'eau liquide en surface il y a quelques millions d'années. Elle n'en a plus. Elle en a encore en sous-sol. On en a observé. Vénus s'est terminée. Elle est devenue beaucoup trop chaude, mais elle a été dans sa zone habitable. Donc, on pourrait y découvrir des traces fossiles de vie. Alors, il faut dire aussi que selon le type d'étoile, la distance, la zone habitable varie. Pour une étoile très, très forte comme tout en haut, qui correspond à peu près à Betelgeuse, par exemple, la zone habitable est plus lointaine parce que l'étoile est beaucoup plus brillante, beaucoup plus puissante. Dans le cas d'une naine rouge, qui correspond à ce qu'on voit tout en bas, elle sera beaucoup plus proche de l'étoile. Et voilà les 3 types d'étoiles qui sont susceptibles de contenir une zone habitable. L'étoile G tout en bas correspond à notre Soleil. La durée de vie d'une étoile de type solaire, de toute façon, c'est une durée de vie qui est estimée en étudiant les réactions thermonucléaires de l'étoile, donc ce n'est pas une observation en longueur. La durée de vie d'une étoile comme le Soleil, c'est 10 milliards d'années environ, 10 à 12 milliards d'années. La zone habitable
est très importante. Une étoile de type K euh, est une étoile jaune, moyenne, rougeâtre. La zone habitable est beaucoup plus étroite, mais sa durée de vie est de 40 milliards d'années, donc plus que la durée de, comment dirais-je, l'âge actuel de l'univers. Donc beaucoup plus de potentialité temporelle pour recevoir une vie. Donc la vie a beaucoup plus de temps pour se développer, mais la dose de radiation émise depuis l'étoile est aussi 25 fois plus importante. Une étoile de type M est plus petite, c'est une naine rouge. Sa durée de vie est de 100 milliards d'années. Elle comporte beaucoup plus de, comment dirais-je, la zone habitable très, très, très étroite. Elle comporte plus de planètes aussi, on en a détecté, mais l'irradiation est beaucoup plus importante, 400 fois plus que le Soleil. Et notre étoile correspond au type G, mais ce n'est pas le type d'étoile qui comporte le plus de planètes dans leurs zones habitables. Ce sont les étoiles de type K. Les étoiles de type G ne représentent, comme le Soleil, ne représentent que 7% des étoiles de notre galaxie, tandis que les étoiles de type K en représentent plus de 70%, 70 à 75%. Donc, ce sont plutôt vers ces étoiles-là que nous allons diriger les recherches. J'ai une question de Valentin qui demande pourquoi les radiations sont plus fortes depuis les étoiles plus froides. Là, je ne saurais pas le dire exactement, mais c'est ce qu'on observe notamment en radiation X et gamma. Mais là, je ne connais pas très bien l'astrophysique, je ne saurais pas le dire très exactement. D'accord, merci. C'est ce qui est observé. Alors, pour rechercher une étoile, pour rechercher des traces de vie sur une planète, il y a plusieurs moyens. Et ce qu'on va chercher, ce sont les biomarqueurs. On va voir comment ensuite, mais nous connaissons 4 principaux biomarqueurs qui sont des indices d'une présence de vie, qui n'en sont pas forcément la démonstration, mais des indices valables. Alors, dans les 4 biomarqueurs, nous avons d'abord le dioxyde de carbone. Alors, le dioxyde de carbone, c'est un gaz qui est l'élément vital par excellence de la vie telle que nous la connaissons et qui ne peut pas être envisagé sans lui. Pour être un biomarqueur efficace, mais il convient toutefois d'en mesurer la présence proportionnellement à d'autres biomarqueurs. Lui, tout seul, ça ne vaut rien. Il faut qu'il y ait concomitance avec d'autres biomarqueurs, comme le méthane. Le méthane, c'est peut-être le plus puissant biomarqueur parce que sur Terre, il est généralement produit par des processus biologiques. Sa coexistence avec le dioxyde de carbone pourrait suggérer des processus biologiques, mais surtout, dans un avenir plus lointain, la mise en évidence de la variation saisonnière de son taux dans l'atmosphère d'une exoplanète, tout simplement au fil des saisons. Sur Terre, le méthane est présent. Sur Terre, il est émis par la vie, notamment par la vie microbienne, par les micro-organismes, mais il sera plus présent en saison chaude qu'en saison froide. Troisième biomarqueur, c'est l'oxygène. Sur Terre, l'apparition de l'oxygène a été la conséquence de l'apparition de la vie. Il n'a pas provoqué l'apparition de la vie. Quand la vie monocellulaire est apparue, il n'y avait pas d'oxygène ou pratiquement pas dans l'atmosphère. Et détecté à des niveaux élevés, il devient un indicateur de photosynthèse. Et alors, en dernier lieu, enfin, il n'y a pas que ces 4-là, mais en dernier lieu d'important, le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre qui est lié à des activités biologiques sur Terre et il est aussi dans l'atmosphère d'une planète extrasolaire un indicateur potentiel d'une présence de vie. Alors, ce sont des biomarqueurs qui, en particulier, quand ils sont trouvés ensemble, pourraient fournir des indices convaincants de la présence d'une vie. Et en résumé,
la combinaison des biomarqueurs et l'utilisation des instruments du télescope spatial James Webb permettent d'approfondir notre compréhension des atmosphères des exoplanètes et de la recherche d'une vie au-delà de notre système solaire. Par comparaison, voici le spectre de l'atmosphère de la Terre obtenu depuis l'extérieur, depuis James Webb, qui ne peut pas observer la Terre, mais depuis les satellites, simplement. Et vous voyez les traces de dioxyde de carbone, d'eau, d'ozone, de méthane. Et c'est un petit peu ce qu'on recherche sur une planète extrasolaire. On a une question de Raymond qui nous demande, même lorsque moins de 4 biomarqueurs sont présents, peut-on quand même envisager une possibilité de vie? On le pourrait. On le pourrait, ce n'est pas un secret, mais seulement le problème, c'est qu'actuellement, nous ne connaissons qu'une seule forme de vie et c'est la nôtre. On recherche des vies à base de carbone, des vies organiques à base de carbone, parce que c'est la plus simple à obtenir. Mais on ne sait pas exactement de quelle façon on peut évoluer la vie. On retrouve de la vie à la surface terrestre, une forme de vie qui émet ces quatre biomarqueurs, mais il existe d'autres formes de vie, notamment sous la mer ou dans des zones où l'oxygène est absent et qui ne fournissent pas forcément les quatre biomarqueurs. Donc, une vie de type terrestre, oui, elle fournirait obligatoirement ces quatre biomarqueurs-là. Et on suppose actuellement que c'est la plus fréquente, mais ce n'est pas du tout une certitude. On pourrait très bien trouver une forme de vie qui n'en comporte aucun. Donc, pour le moment, on joue un petit peu on recherche, mais on est certain de rien. Disons qu'on joue un petit peu avec les statistiques, avec les quasi-certitudes. Mais certains, non. Pour le moment, c'est impossible. Merci. Alors, là, nous allons plonger dans les résultats du télescope. Alors, Epsilon Indy AB, bon, on l'appellera Epsilon tout court, hein, c'est quand même plus facile. C'est un nom un peu barbare qui représente une des observations les plus pointues actuellement du télescope spatial James Webb. Il s'agit de l'exemple parfait d'une planète extrasolaire obtenue par la méthode vélocimétrique, c'est-à-dire en étudiant les oscillations détectées par effet Doppler de l'étoile autour du centre de gravité commun avec la planète. L'étoile est dissimulée ici sous la petite étoile orange et elle figure en haut à gauche, elle est observée directement. Mais attention, cette planète ne passe jamais devant son étoile, donc on ne l'observe pas par transit, elle est observée uniquement par observation directe, donc examinée par observation directe. Alors, il y a beaucoup d'avantages à observer cette exoplanète, c'est que premièrement, elle n'est éloignée de la Terre que de 12 années-lumière. C'est très peu. C'est même la proche banlieue. La seconde, c'est que c'est une planète de la taille de plusieurs Jupiters. Donc, sa dimension est plusieurs fois supérieure à celle de Jupiter, qui est la plus grosse planète de notre système solaire. Et c'est pour ça elle peut être observée directement par le télescope spatial James Webb. Et c'est le spectrographe MIRI qui a fourni les deux images que l'on voit ici, qui travaille dans l'infrarouge, qui est aussi équipé d'un coronographe afin d'occulter la lumière de l'étoile, qui a obtenu cette image de la planète. Alors, ce n'est pas la première fois que Webb observe visuellement une planète extrasolaire. Cependant, il ne s'agissait que de planètes systématiquement plus jeunes et plus chaudes, donc qui dégageaient elles-mêmes une grande partie de l'énergie de leur formation. Ici, c'est c'est une image d'artiste. Hein. Ici, nous sommes face à une planète dont la température de surface est de 2 degrés centigrades, c'est-à-dire très froide, donc qui n'émet que dans l'infrarouge moyen, qui est la zone de confort du télescope spatial James Webb, mais c'est une longueur d'onde qui est totalement occultée depuis la Terre. Donc on ne peut pas l'observer depuis la surface de la Terre. Hubble ne travaille pas du tout dans cette région-là, donc il n'y a que Webb qui soit capable de l'observer. Donc c'est une planète qui est réellement analogue aux planètes de notre système solaire.
La voilà, autre image. Je cherche les images que j'en ai eues. Voilà. Alors, son atmosphère, comme elle ne transite pas devant son étoile, donc il est impossible d'étudier son atmosphère par les rayons lumineux qui la traversent, on, on utilise la spectrométrie directe. Donc, c'est de loin la méthode la plus complexe qu'elle a apportée de James Webb. C'est la méthode utilisée ici. Il existait déjà des modèles théoriques pour caractériser une telle atmosphère qui était basée sur des observations dans notre système solaire. Donc, on devinait un petit peu ce qu'on allait devoir rechercher, mais toutes les méthodes, toutes les modélisations qui avaient été prévues ont été entièrement balayées. Je n'ai pas de graphique définitif à présenter pour la simple raison que l'étude est toujours en cours. Elle n'a pas encore été officiellement publiée. Et ce qu'on peut dire, c'est que les études par spectrométrie directe révèlent une quantité beaucoup plus importante que prévu de méthane, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. On trouve ça dans aucune planète du système solaire, excepté la Terre. Mais ce sont des spectres lumineux, des émissions lumineuses qui ne peuvent pas parvenir de la surface, mais qui parviennent, on le sait aujourd'hui, de la couverture nuageuse de la planète. Donc, il y a une atmosphère extrêmement active à la surface de cette planète. Pour le moment, elle a encore étudiée à quelques longueurs d'onde, avec des résultats déjà impressionnants. Les recherches seront bientôt complétées par d'autres observations photométriques et spectroscopiques dans d'autres longueurs d'onde, dont le but ultime est évidemment de découvrir d'autres planètes similaires et d'effectuer les mêmes observations afin de mettre en évidence certaines différences concernant les atmosphères, non seulement d'Epsilon, mais d'autres planètes. Pour le moment, c'est la seule qui a été observée de cette façon-là, par les méthodes d'observation de la surface. Alors, quand je parle d'observer la surface de notre planète, il faut tout de même préciser une chose que j'avais déjà dite à propos du télescope spatial James Webb. On observe directement une planète. Quelle est la brillance d'une planète autour d'une étoile extérieure? Eh bien, si on observait la planète Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, depuis l'étoile la plus proche, à un peu plus de 4 millions d'années-lumière de nous, la planète Jupiter apparaîtrait comme la lumière d'une luciole observée à 1000 km d'un phare dont le faisceau est dirigé vers nous. Ça a été longtemps considéré comme impossible. Maintenant, on y arrive très bien. Incroyable. On a une question de Valentin qui demande comment ça fonctionne exactement. On analyse les longueurs d'onde qui sont manquantes et on déduit la provenance des éléments qui absorbent ces longueurs d'onde. Oui, tout à fait, absolument. Auparavant, on travaillait par spectrographie, c'est-à-dire qu'on photographiait le spectre lumineux. Donc, on le divergeait dans un prisme simplement et on observait les rayes d'absorption. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe, ça se fait directement par ordinateur et on parvient directement à obtenir le graphique de l'émission des longueurs d'onde, exactement comme nous le voyons ici. Mais ça permet d'affiner beaucoup plus l'observation et surtout de quantifier beaucoup plus les pertes d'émission qui correspondent à à des longueurs d'onde, tout simplement. Alors, une autre observation, on va parler de la galaxie qui ne peut pas exister. Alors, la galaxie qui ne peut pas exister, là c'est très spécial. Au cours des premières années d'existence, James Webb, qui est en place depuis bientôt 4 ans, a été utilisé pour explorer ce que les scientifiques appellent l'aube cosmique, c'est-à-dire la période des premières centaines de millions d'années après le Big Bang, donc au moment où les premières galaxies sont nées.
Voici une des toutes premières observations qui a été faite par James Webb et qui a révélé directement une galaxie dont l'âge a été estimé à 13,1 milliards d'années, l'âge de l'univers lui-même étant estimé à 13,8 milliards d'années. Donc, ce sont des galaxies qui fournissent des informations essentielles sur la manière dont les gaz, les étoiles et les trous noirs ont évolué, et nous allons voir que ce n'est vraiment pas si simple. D'autant que l'expression, quand je dis après le Big Bang, pour un astrophysicien, c'est très incorrect. On en parlera après si vous voulez. Donc, entre octobre 2023 et janvier 2024, Webb a été utilisé par une équipe internationale d'astronomes afin de caractériser, selon leur décalage vers le rouge, plusieurs centaines de galaxies très lointaines, dont la naissance remonte aux premiers 650 millions d'années après le Big Bang, situé lui-même, je rappelle, à 13,8 milliards d'années dans le passé. En voilà d'autres, voilà même leur situation. Et parmi cette moisson, on observe Jade. Bon, GS, machin, truc, je vous ai épargné le nom complet. Vous pouvez le lire, hein. Je vous ferai réciter par après. Et c'est une galaxie dont le décalage vers le rouge indiquait un, un indice supérieur à z égale 14. Alors, l'indice z, je ne vais pas le détailler parce qu'il faudrait 3 pages de démonstration mathématique pour le faire, mais c'est à partir de cet indice qu'on parvient à déterminer l'éloignement correct, l'éloignement exact d'un objet. Ça s'appuie sur le décalage spectral, donc sur le décalage vers le rouge. Et par comparaison, la galaxie la plus lointaine connue jusqu'à présent, c'était la précédente que je vous ai montrée. Voilà, c'était celle-ci. Son décalage était de Z 13,2. Je vous épargne son petit nom, vous en feriez des cauchemars. En janvier 2024, en observant cette galaxie durant 10 heures, donc une pause de 10 heures en continu, son spectre a été précisément ramené à Z égale 14,32, ce qui veut dire une date de naissance qui remonte à 285 millions d'années après le Big Bang. Alors là, on n'y a pas cru. D'un premier temps, on n'y a pas cru parce que c'était impossible. Et les astronomes étaient particulièrement méfiants par rapport à un tel résultat. Tout d'abord, la cible montrait, oui, l'image précédente, montrait non pas une galaxie, mais deux galaxies qui semblent en orbite une autour de l'autre, ou qui semblent faire partie d'un objet plus grand. Mais surtout, la source principale était étonnamment brillante pour un objet qui ne fait que, on le voit ici, environ 1600 années-lumière de diamètre, ce qui est très peu. Alors, l'analyse spectrométrique indique que la lumière émise par ces galaxies provient surtout de jeunes étoiles, mais dans une telle quantité de lumière qui implique que la galaxie est composée de plusieurs centaines de millions d'étoiles de masse solaire. Alors, la question qui tue, c'est comment la nature, comment l'univers a-t-il pu créer en moins de 300 millions d'années une galaxie aussi grande et massive, sachant que même notre pauvre Soleil accuse plus de 4 milliards d'années d'existence. C'est une impossibilité. On ne peut pas expliquer ça avec les modèles actuels, c'est impossible. Donc nous avons une galaxie de moins de 300 millions d'années d'existence qui contient des étoiles âgées de plusieurs milliards d'années. Et ce n'est pas tout. Contrairement, si on considère plutôt la vitesse de récession de la galaxie, il est parfaitement possible de reconstituer la couleur d'origine. Il y a un décalage spectral vers le rouge, on peut très bien le compenser et on étudie la couleur dans le spectre exact de la galaxie et des étoiles qui l'en composent. Et sans surprise, elle est bleue, ce qui correspond en effet à de jeunes étoiles. Mais, il y a encore un mais, le spectre révèle aussi la présence
hop là, révèle aussi la présence d'une quantité significative d'oxygène. Alors, nous savons que l'oxygène est formé au cœur des étoiles lors des réactions de fusion thermonucléaire et il est ensuite libéré dans le système interstellaire par la mort des étoiles. Par exemple, par la mort, par exemple, en nova ou en supernova. Et l'observation de ces oxygènes signifie que de multiples générations d'étoiles se sont déjà produites dans cette galaxie, ce qui est évidemment tout à fait incompatible avec un âge de 280 ou 285 millions d'années. Il y a encore une autre complication, c'est que la galaxie n'est pas aussi bleue qu'elle devrait l'être. Une partie de la lumière est rougie par la présence de poussière qui résulte aussi de la succession de multiples générations d'étoiles. C'est encore incompatible avec une galaxie aussi jeune. Et en bref, nous avons une galaxie primordiale, née même pas 300 millions d'années après la naissance de l'univers, mais avec des signes d'une ancienneté largement supérieure. On a une question de Valentin. Comment fait-on la différence entre un rayonnement électromagnétique émis dans l'infrarouge proche de nous et un rayonnement émis avec une longueur d'onde supérieure ayant été décalée vers le rouge du fait de son éloignement? Le décalage vers le rouge, c'est ce que nous observons par effet Doppler, mais ce n'est pas la lumière réelle qui a été émise par la galaxie, elle a été modifiée. Et connaissant la distance exacte de la galaxie, on peut compenser ce décalage vers le rouge et recréer en quelque sorte la lumière réelle. La photo que nous voyons en ce moment, nous voyons des parties blanches et plus. En réalité, vu depuis le télescope spatial James Webb, tout est entièrement rouge, on ne la verrait même pas. Si nous étions à la place du télescope, on ne la verrait pas, nous ne la verrions qu'en infrarouge. Donc il faut compenser le décalage vers rouge. En réalité, c'est la même lumière, mais qui a été corrigée en tenant compte du décalage spectral simplement. Merci. Donc nous voyons une galaxie qui serait potentiellement plus vieille que l'univers, ce qui est évidemment impossible. En plongeant dans les confins de l'univers, les astronomes s'attendaient à voir l'univers primitif, des galaxies naissantes. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on voit? De grandes galaxies déjà très bien développées qui semblent âgées de milliards d'années, autrement dit des galaxies qui sont plus âgées que l'univers lui-même, ce qui est impossible. Et si on considère la toute petite partie du ciel qui a été observée jusqu'à présent par Webb, eh bien, il est vraisemblable que de nombreuses autres galaxies de même type, présentant les mêmes anomalies ou les mêmes impossibilités, seront encore découvertes lors de la prochaine décennie ou des 2 prochaines décennies. Voilà, pour le moment, c'est un mystère irrésolu. Voici ce qu'on observe. Bon, je ne vais pas le détailler, c'est simplement l'analyse de la bande spectrale de la galaxie. Voici d'autres images obtenues au moyen d'autres instruments. Donc, en bas à droite, c'est ce que nous voyons. Fausse couleur, tout simplement, parce que cette couleur réelle vue depuis la Terre, c'est l'infrarouge uniquement, elle est invisible. Donc là, la correction a été faite et ce sont les couleurs réellement émises par la galaxie à l'origine. Combien de temps, Raymond nous demande, combien de temps au minimum aurait-il été nécessaire en théorie pour former la galaxie impossible? Beaucoup plus que 285 millions d'années? Oh, ici, il faudrait considérer au minimum 4 milliards d'années. Hmm, Au minimum. merci. Voilà d'autres. Oui, ici, on voit bien par couleur ce qu'on observe. Vous voyez un pic d'observation dans le bleu et puis certains soubresauts du spectre. Et quand on arrive tout à droite dans le rouge, on voit de nouveau un mini-pic qui correspond à la poussière, à l'absorption par la poussière de rayonnement qui parvient vers la Terre.
Alors, autre chapitre, une lentille gravitationnelle, c'est quoi? J'en ai déjà parlé auparavant. C'est la déformation de l'espace observée par un corps céleste massif, ce qu'on appelle aussi une loupe cosmique. On peut schématiser, voilà, nous avons à gauche la Terre, enfin le télescope James Webb, nous avons un amas de galaxies qui va déformer la vision que nous avons de l'univers situé derrière. Et ça agit exactement comme une loupe. Et voilà ce qu'on observerait. Ici, c'est une simulation. Donc, nous avons une grosse masse. Ici, on a représenté un trou noir, on pourrait représenter un amas de galaxies. Ça reviendrait au même. Et voilà ce qu'on observerait s'il passait devant une galaxie et la partie qui se situe derrière est agrandie un instant. Et ça permet de distinguer des objets très lointains, beaucoup plus lointains, qui ne seraient pas visibles autrement. Des loupes cosmiques, donc des lentilles gravitationnelles, on en connaît pas mal, on voici quelques exemples. Donc ce qu'on observe au centre, c'est une galaxie ou un amas galactique, et ce qu'on observe tout autour, c'est un objet qui se situe beaucoup plus loin et qui est reflété. Bien souvent, ce n'est qu'un seul objet qui se reflète dans plusieurs directions à la fois. Ça, c'est une des premières images de James Webb. Et ce que nous voyons là, c'est une étoile qui se reflète, par exemple, le long d'un arc sur la bordure de cet effet de loupe. Et ça permet en même temps, ici, d'avoir une fenêtre sur le temps dans un cas bien particulier. Voici une image obtenue par Webb dans le cadre bleu. Les autres, ça a été obtenu dans le cadre vert par Hubble et tout le reste est observé depuis la Terre. Dans le cadre bleu, nous avons l'ensemble du ciel qui entoure un amas de galaxies, ou plutôt deux amas de galaxies, connus sous le nom des noms d'amas de galaxies, PLC, K, etc. Bon, là, je ne vais pas. Ça prend une ligne complète hein, sur mes copions. C'est un amas de galaxies, celui de droite, dont la masse équivaut à environ 260 trillions de masses solaires, 260 000 milliards de masses solaires, soit plusieurs centaines de fois la masse de notre propre galaxie. Et cet amas de galaxies se trouve à une distance de 6,5 milliards d'années-lumière de nous. Quant à l'arc orange que l'on observe en bordure, il se trouve, lui, à 13,3 milliards d'années-lumière et nous l'observons en bordure de cette espèce de loupe cosmique. À droite, c'est la partie qui nous intéresse, nous voyons un arc qui représente en réalité une même étoile, une seule, ou plutôt c'est pas spécialement net, c'est une étoile, mais c'est une étoile qui est entrée en supernova, c'est-à-dire dont la puissance d'émission, dans tout le spectre de longueur d'onde, équivaut à peu près à la puissance d'une seule galaxie, d'une galaxie entière. Cette supernova a été baptisée Hope, Hope comme espoir, et nous allons voir pourquoi. Si on observe cet arc en détail, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir trois espèces de boursouflures qui sont trois images différentes de la même supernova reflétées trois fois dans trois directions différentes par cette lentille gravitationnelle. Donc nous observons trois fois le même objet comme parvenu à travers trois prismes différents. C'est la même supernova, mais le cheminement des rayons qui nous parviennent depuis cette supernova a parcouru trois chemins différents. C'est-à-dire que nous observons en trois époques différentes de son fonctionnement. Donc il s'agit de trois stades décalés dans le temps de son explosion.
C'est un phénomène qui offre non seulement un visuel captivant, mais aussi une occasion unique d'étudier la mécanique des supernovas. Une supernova, on l'observe, c'est instantané, et puis c'est plus rien. Ici, on en a trois stades différents sur une seule image. Mais c'est pas tout. Les trois stades sont différenciés dans le temps. Voilà. Alors, c'est rien, ça c'est un doigt qui traînait où il ne fallait pas. Mais les trois stades d'une supernova qui est éloignée de plus de 10 milliards d'années de nous, cette supernova est en récession. L'expansion de l'univers, la vitesse d'expansion de l'univers est parfaitement connue. C'est ce qu'on appelle la constante de Hubble, qui équivaut à environ 75 km par seconde par mégaparsec d'éloignement. Un mégaparsec, ça fait à peu près 1200 années-lumière, quelque chose comme ça. Donc, connaissant l'éloignement de la vitesse, l'éloignement de la supernova, on peut déterminer sa distance. Mais là, c'est la surprise. Euh, ce que nous obtenons en observant ces trois images qui se situent donc à trois distances différentes, puisque à trois moments différents, on détermine la vitesse d'éloignement du supernova et on obtient une valeur différente de la théorie. La théorie de 75,4 mégasecondes par mégaparsec, et là on obtient une différence qui est à peu près de 10%. Et 10% en astronomie, c'est absolument énorme. Et ça remet tout simplement en cause la vitesse de l'expansion de l'univers comme comme on la connaît jusqu'à présent, donc une constante qui n'est pas si constante que ça. Donc, on a encore pas mal de chemin à faire dans ce domaine-là. On pensait tout connaître de l'univers, on pensait connaître la distance limite, on pensait connaître parfaitement la distance de récession de l'univers, la vitesse d'expansion, ce qu'on appelle la constante de Hubble, et qui du coup n'est déjà plus une constante. Alors, je ne vais pas dire clôturer, mais pour apporter un regard un petit peu plus récent sur les observations de Hubble, voici quelques images qui ont été obtenues tout récemment. Alors, celle-ci, c'est une lentille gravitationnelle en point d'interrogation. Elle a été obtenue le 4 septembre de cette année. C'est tout récent. Alors, c'est une lentille gravitationnelle qu'on peut voir qui est formée par un amas de galaxies qui est tellement massif qu'il déforme la structure de l'espace-temps et qui déforme l'apparence des galaxies situées derrière lui, qui permet d'avoir une vision de ce qu'on a derrière. Donc, nous avons deux galaxies en interaction, une spirale vue de face et une galaxie rouge poussiéreuse vue sur le côté et qui trace une forme familière dans le ciel que nous explique la NASA. Elle a la particularité de prendre une forme étrange, en point d'interrogation. Alors, je cite, nous ne connaissons que 3 ou 4 occurrences de configuration de lentilles gravitationnelles similaires dans l'univers observable, ce qui rend cette découverte passionnante car elle démontre la puissance de Webb et suggère que nous en trouvons peut-être davantage maintenant. C'est une déclaration de l'astronome Guillaume Després de l'université St. Mary's à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et qui est membre de l'équipe qui examine les résultats James Webb. Alors, quand notre galaxie à nous fait des petits, c'est une observation qui remonte au 12 septembre, donc il y a un peu plus d'un mois. Alors, la planète Terre ne se situe pas dans le centre de la galaxie, mais dans une région qui est connue sous le nom de galaxie externe extrême, qui se trouve à plus de 58 000 années-lumière du centre galactique. Alors, ce nuage, que l'on appelle le nuage 2S, est un amas lumineux qui contient des galaxies nouvellement formées
En haut et à droite de la main principale se trouve un sous-amas d'étoiles, et c'est une caractéristique dont les scientifiques soupçonnaient l'existence. Donc nous avons simplement deux amas d'étoiles en orbite, l'un autour de l'autre. C'était inconnu, c'était soupçonné, mais c'était inconnu jusque maintenant. Et c'est une découverte qui est confirmée simplement, enfin une possibilité qui est confirmée seulement par les observations de James Webb. Là, nous avons ARP 107. C'est une paire de galaxies en interaction. La découverte remonte au 18 septembre de cette année. Il s'agit du résultat en cours d'une collision survenue il y a plusieurs centaines de millions d'années et qui continue aujourd'hui à des millions d'années-lumière de la Terre de la constellation du Lion. On peut voir entre les deux galaxies un pont, donc tout à fait au centre de l'image, un pont de gaz et de poussière en cours de condensation où des milliers de nouvelles étoiles sont en train de naître. En fait, c'est ce qu'on observe. La lumière bleue est obtenue par des étoiles en cours de naissance. Alors, je cite les données de MIRI, donc de l'instrument MIRI de James Webb, sont représentées en rouge-orange, des régions de formation d'étoiles et de poussière composées de molécules organiques qui sont semblables à de la suie, qui sont en fait des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Une question de Raymond. Combien de temps au minimum aurait-il été nécessaire en théorie pour former la galaxie impossible? Ah, elle a déjà été Ah, pardon, posée et excuse-moi. répondue. Oui, non, oui, j'avais Pardon. répondu. J'avais J'étais répondu. persuadée qu'il y avait une question qui avait été posée et que j'avais zappé. Si, il y en avait une sur les images superposées, je crois, elle a disparu. Oui, je l'avais facile, bon, je Ah la oui, posais quand même. d'accord. Les trois images de la supernova, c'est trois images superposées qui ont été prises à des moments différents. Non, elles sont prises en même temps. En fait, attends, je vais essayer je vais y remonter. Ça, c'était. C'était mon point d'interrogation. Donc, c'est la même supernova qu'on voit trois fois, puis c'est pas trois images Oui, superposées. voilà, c'est celle-ci. C'est la même supernova, mais que l'on voit trois fois. En fait, l'arc dans lequel elle se dessine, c'est l'arc qui est obtenu qui est provoqué par l'effet de la lentille gravitationnelle. Donc, on voit la même étoile qui est étendue, mais comme la diffraction n'est pas parfaitement homogène, nous voyons la supernova qui est réfléchie dans trois directions différentes et puis concentrée vers la Terre. C'est en fait la bulle, l'effet, la lentille gravitationnelle n'est pas parfaitement homogène, ce n'est pas comme une lentille de télescope. Elle présente certaines irrégularités et elle réfléchit trois fois cette supernova vers nous, mais par des chemins différents. Donc les rayonnements qui nous en parviennent euh, sont, sont différenciés dans le temps. En fait, l'image que nous observons au centre est la plus récente, celle du haut est un peu plus ancienne et celle du bas encore plus ancienne. Donc nous voyons trois fois la même supernova, non OK. seulement en trois endroits différents, mais à trois époques différentes. Et OK. c'est ce qui permet de déterminer la vitesse d'éloignement de cette supernova, qui ne correspond pas du tout à la vitesse théorique telle qu'on pourrait la concevoir. OK. Est-ce que l'arc, c'est un peu une illusion, comme par exemple, si on laisse l'objectif d'un appareil photographique allumé là, le soir, puis qu'on photographie, je sais pas, une voiture qui se déplace, est-ce que c'est un peu un effet semblable? C'est pour ça qu'on voit un arc, par exemple? Non, pas du tout. Ce qu'on observe dans ce cas, c'est simplement la traînée qui est due au déplacement d'un objectif dans le temps. Ici, c'est une OK. photo qui est prise par James Webb. Ici, la durée de pause, je crois que c'est d'environ une dizaine d'heures. Ah, OK. Ça n'a rien à voir. C'est réellement une diffraction comme à travers un prisme.
un peu comme à travers une lentille déformante en quelque sorte, une Ok. lentille mal focalisée. Donc l'objet est traîné sur sa largeur, un peu comme une lentille cylindrique. OK. Donc, C'est on voit on voit la même trois fois, mais à des moments précis. C'est c'est pas un ça. déplacement. On la voit trois fois, mais comme les rayons lumineux OK. ont parcouru trois chemins différents, donc on la voit à trois moments différents, mais qui ne sont pas, la différence n'est pas énorme, hein, c'est quelques années. Mhm. Ce n'est pas un million d'années. OK. Merci. De rien, de rien. Alors, je vais essayer de repasser. Voilà, ça c'était mon point d'interrogation que j'aime beaucoup parce que c'est le seul qu'on a observé jusqu'à présent. On espère en observer d'autres. Voilà, ma pouponnière d'étoiles, je l'aime beaucoup aussi. On a envie d'en bercer quelques-uns. Et les galaxies en interaction. C'est magnifique. Et voilà, je dis bien provisoire parce que l'aventure continue. Le télescope observe depuis 4 années maintenant. Il est conçu pour durer en principe 10 ans, ce sera plutôt 15 ans parce que la mise en place a été tellement précise qu'on devra consommer beaucoup moins de carburant pour son maintien en place. En fait, il durera entre 15 et 20 ans. Parfait. Écoute, un grand merci à toi, Jean. C'était encore une magnifique conférence. Merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement Oui, et nous allons pouvoir continuer hors enregistrement à poser des questions. Hop, voilà, pas de et problème. arrêter. Merci encore.